Pantoja a déjà battu tellement de monde dans la division pour obtenir son titre que sa deuxième défense sera contre le contender numéro 10. Steve Erceg, 3-0 à l'UFC, représente clairement un challenge à quiconque dans la division, mais ça paraît un petit peu tôt. Quoi qu'il en soit, le combat est très fun et ce sera très fun à analyser avec Brian après notre générique. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. sous Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Parier comporte ses risques, donc faites-le avec des limites saines. Notre lien en description vous offre un free bet allant jusqu'à 100 €. Brian, qui est donc ce Steve Erceg? Comment le décrirais-tu? Steve Erceg, alors moi je t'avoue que je ne le connaissais pas jusqu'à le découvrir et je suis très content de l'avoir découvert tout simplement. Steve Erceg, comment je vais le définir? Alors vraiment sur son plan de combattant, pour moi c'est un excellent striker, relativement complet, donc il a une lutte plutôt pas mal et assez grand pour la catégorie. Ouais. Un style assez académique en striking, donc moi j'ai noté que c'était voilà, dans les choses directement, c'est que c'est un droitier qui se déplace très très bien dans la cage, qui cherche à cadrer. Quand je parle d'académique, il est vraiment sur des combinaisons relativement simples, il n'y a rien de fancy entre guillemets, mais voilà, il cherche à cadrer, il trouve son ouverture, il est très puissant aussi pour la catégorie. Ouais. Un gauche vraiment très puissant et un high kick du droit aussi qui sort bien. Je le pense vraiment complet, hein. Je me rappelle plus, alors à l'UFC il est resté debout hein, quasiment à chaque fois, mais Ouais, mais quand tu regardes son palmarès, il y a beaucoup plus de soumissions, hein. Ouais, De victoires par soumission. De victoires par soumission, ouais. Mais en tout cas là depuis ses derniers combats, c'est vraiment en striking qu'il souhaite rester. Et j'aime beaucoup, voilà. Ouais, pour moi, il ressemble à un produit pur MMA. Tu vois, t'as pas l'impression qu'il ait un réel background. Il est assez complet. Je le trouve logique aussi dans son approche, que ce soit en pied-point ou ce qu'il produit en grappling. Il fait ce qui est logique à chaque moment et ça le rend efficace. En grappling, il y a quelques prises de risque. De temps en temps, il va, tu vois, contre Alessandro Costa, il cherche un étranglement arrière sans avoir la position. Après, ça a fait souffrir Alessandro Costa, mais par moment, il pourrait perdre des positions comme ça. Moi, j'ai noté aussi qu'en système défensif, prioritaire, c'est de désengager. C'est plus quelqu'un debout qui va engager. Enfin, il est meilleur quand il initie l'action que quand il doit réagir à son adversaire. Puis ouais, tu l'as dit, hein, il travaille proprement, assez varié. Je le trouve assez calculateur, mais engagé à la fois. Tu vois, il a ce juste milieu entre tu sens qu'il réfléchit, qu'il construit son jeu, qui va envoyer une feinte de jab, qui va regarder comment ça réagit de l'autre côté pour voir comment il peut construire dessus et capitaliser sur la réaction. Mais c'est pas ça qui le rend inactif. Il est pas trop dans la réflexion non plus. Et je pense aussi que c'est un profil qui va évoluer. Je pense que de combat en combat, on va chaque fois voir une version meilleure que la précédente. Donc moi, c'est un profil que j'aime bien. Honnêtement, si je devais être combattant moi-même, je pense que c'est le genre de gars, je m'en inspirerais, même si on n'a pas du tout le même poids. Je le trouve aussi précis dans sa compréhension de la distance. Tu vois, tu le vois vraiment avancer progressivement vers une distance où il peut toucher. Il va envoyer sa frappe ou ses frappes et puis il va directement sortir. Il a ce côté semi-prudent qui est intéressant. Moi, j'aime bien. Franchement, quand j'avais découvert dans son premier combat à l'UFC, je sais, ok, profil à retenir. J'aurais préféré qu'il obtienne ce title shot un peu plus tard avec plus d'expérience, probablement avec un combat en 5 rounds sur un autre main event. Mais je comprends les choix de l'UFC. Bah écoute, sur cette KT, c'est pas la première fois hein, que ça arrive. Hein. Ouais. On se rappelle contre le vainqueur de The Ultimate Fighter qui a combattu directement pour la ceinture. Tim Elliott contre Mighty Mouse. Ouais. Ce qui nous avait tous à l'époque bien choqués, entre guillemets. Et je pense que, enfin voilà, mais c'est une réalité de la catégorie. Je te rejoins hein, sur l'explication. Alors, c'est vraiment, ouais, combattant MMA. Je trouve quand même que son style est assez académique dans le sens où c'est un peu compartimenté, tu vois.
Ouais, Il passe en striking, il fait de la lutte à côté. Je trouve qu'il a une très bonne lutte, tu vois, type freestyle, etc. Et on sent qu'au sol, alors au sol, je connais pas du tout son background. Il a un très bon sol, mais j'ai pas l'impression que ça soit un type Jitsuka, tu vois. ouais. Mm, Non, mm, non, parce que il y a des séquences, enfin, le combat où on le voit le plus au sol, c'est contre Costa, que ce soit sur son dos, parce qu'à un moment il se fait prendre en demi-garde à la cage, et puis il y a sa superbe prise de la monte. Je sais pas si tu vois où il met un bras mm. arrière, ça sonne Costa qui Ouais, shoot je sur vois quand lui, il et puis il fait un sprawl. gros step. Ouais, il sprawl Ça puis il fait s'appelle un gros step step. over, ouais, ouais. Mais Oh, ça, c'est magnifique. vraiment, tu vois, ça vient vraiment plus de la lutte, tu vois. Ouais. Et effectivement, c'est peut-être le seul compartiment où c'est vraiment du grappling MMA qu'il fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je Mm, me suis mm, dit, ça ressemble à un produit pur MMA, parce que c'est mm. logique ce qu'il fait et l'inspiration n'a pas l'air de venir d'un sport en particulier. C'est juste, ok, je sprawl, mon step over il va passer, il fait le step over, ça passe. Kosei il essaye de se retourner, il vient prendre un genre de Dagestani handcuff. Hein. Ouais, c'est propre. J'aime bien, j'aime bien ces choix dans la cage. Du côté de Pantoja, on l'a déjà souvent analysé. Moi j'avais noté 3 points d'abord. C'est l'un des meilleurs à l'UFC pour prendre le dos, Ouais, c'est l'un des hallucinant. meilleurs à l'UFC pour travailler à partir du dos, et l'un des meilleurs à l'UFC pour produire un taf efficace dans la fatigue. Je pense que ça, c'est 3 points voilà, qui sont importants à souligner chez lui parce que c'est un peu sa priorité, c'est vraiment chercher le dos et travailler à partir de là. Et sa force aussi, c'est sa capacité à gagner des combats où clairement il est plus fatigué que son adversaire, mais il va aller chercher le 5e round. Oh. Je sais pas si clairement il est plus fatigué que son adversaire, mais c'est vrai que il pousse le cardio jusqu'à arriver dans cette zone, tu vois, de fatigue extrême et où il sait clairement que mentalement il y arrivera, tu vois. Ouais, c'est ça. Mm, C'est, mm, on le dit souvent. Hein, est-ce que c'est vraiment physiquement que tu craques ou c'est mentalement que tu craques et par conséquent ça se reflète sur tes capacités physiques. Lui, on a l'impression qu'il switch son cerveau et qu'effectivement il y a une fatigue physique, mais que son mental ne lâchera jamais et il sera toujours capable de produire des mouvements mm, mm, tel qu'il imagine dans la tête. Parce que ouais, voilà, moi quand je suis fatigué en grappling, mon cerveau sait ce qu'il doit faire, ce qu'il faudrait faire, mais mon corps ne suit plus et puis tu produis rien quoi. Lui, ça n'existe pas chez lui. mm. Ouais, ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Oui, on l'a déjà pas mal décrit, hein. Pour moi, c'est vraiment un excellent grappleur en MMA. Ouais, Ses prises de dos, elles arrivent de partout, elles sont impressionnantes. C'est comme, t'as l'impression qu'il va sur un round et que quoi qu'il se passe, il réussira à un moment donné à prendre le dos, quoi. ouais, ouais. On avait aussi discuté de son système pour pouvoir soumettre, que j'apprécie beaucoup. Moi, que j'ai commencé à rajouter un petit peu dans mon jeu, dans mon jeu, excusez-moi. Donc, où il va vraiment chercher de la pression sur la mâchoire et en fonction de la hauteur, il va pouvoir sélectionner. Soit ça va mettre tellement de pression que ça va finir par glisser en dessous, soit il va soulever la tête, passer le deuxième rang. Enfin, il a vraiment un système qui, tu peux pas le laisser commencer à chipoter dans ton dos, quoi. Ouais, Tu non, vas, tu, clairement tu vas pas. finir par te faire étrangler. Mm, mm, mm. Mais Et, c'est, et, et je pense que c'est devenu aussi un très très bon combattant en synchrone. ouais. Je pense que là-dessus, je pense que tant qu'il était dans les 3 rounds, tu vois, il y avait encore des possibilités de pouvoir jouer avec lui, enfin jouer. Euh, Ça restait un peu plus compétitif. Là, Mhm. une fois passé sur les 5 rounds, ça devient très compliqué pour tout le monde, Ouais, ouais, il en tant est que champion. efficient. Ouais, il est Mm, efficient mm, sur les 5 rounds. Il sait comment prendre un round aussi parce que tu regardes même son combat contre Moreno, son dernier combat contre Moreno, mm. Mhm. et il y a des rounds serrés, mais la plupart des juges ont penché vers lui. Hein. C'est une décision partagée qu'il gagne. Moi, Mm, je la trouvais justifiée hein, au final. Mais ouais, il fait partie de ces combattants qui est capable de comprendre comment prendre un round. Et donc mm, forcément sur 5, c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher la victoire que sur 3. D'ailleurs, mm. quand tu regardes ces défaites, elles remontent quand même à il y a un certain temps. Et toutes ces défaites ont un certain style qui n'est pas spécialement réplicable et qui serait difficile à répliquer sur 5 rounds, je trouve. Ouais, 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 c'est vrai.
Donc ici, je regardais ses défaites et je me dis, bon, Steve Erceg, il n'est pas dans le style de ses défaites. Hein. Donc il y a Dustin Ortiz qui remonte à il y a super longtemps. Il y a Mhm. Figueiredo qui est pas du tout du style de Steve Erceg. Et il y a Askar Askarov qui est pas du tout du style de Steve Erceg. Donc pour une victoire de Steve, il va devoir trouver un nouveau chemin vers la victoire. Une nouvelle façon de l'emporter contre Pantoja. Peut-être un peu inspiré de ce qu'a fait Royval en bien dans leur dernier affrontement. Peut-être. Ouais, je te rejoins, je te rejoins. J'ai aussi un petit peu regardé ces défaites, essayé de trouver des chemins pour la victoire. Et effectivement, euh, je ne pense pas que Steve Erceg soit capable notamment de reproduire ce qu'a fait Askarov, tu vois. Mhm. Où Askarov était vraiment un instigateur des takedowns. Ouais. Il le mettait dos au sol, il défendait les tentatives de soumission, et, euh, et puis après, c'est lui qui est devenu le lutteur dans cette zone. Ouais, c'est ça. C'était prendre l'ascendant en lutte contre Pantoja et lui fermer les portes à ses forces au sol, bon, prise de dos et soumission particulièrement. Mais justement, ça nous fait une belle transition vers les game plans. Qu'est-ce qu'on noterait pour le challenger? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu voudrais encore revenir chez le champion? Mais comme on a dit, on l'a déjà tellement Euh, décrit ici que les gens le connaissent par cœur, normalement. Moi, je vais revenir sur deux choses. Ouais. Sur la question de la longe, on n'en a pas parlé. Oui, Alors, exact. enfin, j'en ai rapidement parlé. Donc, Steve Erceg est assez grand pour la catégorie. Il Ouais. fait 1m73, 1m73. Et il a une allonge qui est pas exponentielle. Il a la même allonge que sa taille, C'est ça. 1m74. Mais de l'autre côté, Pantoja, j'étais étonné de voir l'allonge qu'il Mhm. avait. Ouais, petit pour la division, mais une belle allonge par rapport à sa taille. Voilà, 1m66 pour 1m73 d'allonge. Ouais. Donc je trouvais que c'était intéressant parce que je pense quand même que sur le domaine du striking, avec ces légers, enfin ces centimètres en plus, Erceg aura légèrement l'allonge, tu vois, Mhm. générale, du fait qu'il soit plus grand. Mais par contre, bah, Pantoja sera beaucoup plus rapidement sous le centre de gravité Ouais. de Steve Erceg, vu qu'il est un peu plus petit et qu'il aura quand même du répondant debout, parce qu'il a des bras relativement longs, tu vois. Mhm. Donc je trouve que ça reste intéressant. Ça faisait partie des choses qui, enfin voilà, des premières choses que je voulais regarder, c'était qui aurait vraiment la longe, surtout pour Steve Erceg, savoir Mhm. s'il aurait un gros avantage dessus. Et force est de constater que ouais, ça convient. Bah, ça n'est pas un élément. Enfin, ça convient aux deux, tu vois. Ouais, ouais, j'ai été surpris aussi parce que j'ai d'abord regardé les combats d'un côté et de l'autre, et puis je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que Steve Erceg a un large avantage en taille et en allonge. Et effectivement, quand j'ai vu l'allonge de Pantoja, je Mhm. me suis dit, ah tiens, c'est particulier, ça se voit pas spécialement physiquement comme ça. Mais effectivement, ça va l'aider à deux niveaux, hein, parce que comme tu le dis, il aura plus facilement accès en dessous du centre de gravité, et en plus, comme il a des longs bras, ce sera moins compliqué d'aller chercher un Ouais, grip, voilà. quoi. Donc c'est un vrai avantage. Ouais. Et sur Steve Erceg, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur le fait qu'il désengage beaucoup. Mhm. J'ai remarqué un truc que je trouve vraiment bien, et ça pour les pratiquants, pour tout le monde, c'est que effectivement il va désengager, mais il lui arrive aussi, donc il va désengager une fois, deux fois, et puis après l'autre va avancer et va chercher à Ouais. frapper, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut avoir. Si vous êtes toujours en train de désengager, eh bien l'autre peut vous chasser, s'exprimer et obtenir vraiment enfin être à l'aise parce qu'il n'y a pas de contre possible. Par Mhm. contre, si vous cassez ces rythmes-là, vous êtes engagé une, deux, trois fois et à la quatrième, vous arrêtez, vous mettez un coup d'un genou ou une frappe, ça c'est avantageux. Ouais, Et ça change le pattern en fait. Tu ne laisses pas ton adversaire enfin, devenir voilà. Et, confortable par rapport à tes réactions sur ses actions. Elles mm, sont pas mm, mm. toujours les mêmes. Ouais. Et ça, c'est vraiment problématique pour quelqu'un qui attaque, d'avoir quelqu'un qui, tu sais pas s'il va complètement désengager ou en une fois vouloir te connecter. Mhm. Donc ça, c'est le petit point que je voulais rajouter. Et l'autre point, c'était, parce qu'on va passer au game plan, euh, on a parlé de la lutte. Moi, je trouve quand même que Steve Erceg, donc a ouvert une très bonne défense de lutte, Mhm. très réactif et dans sa manière de travailler. Alors moi, j'ai regardé un combat, c'était contre Costa, je crois qu'il s'appelle. Ouais, Alessandro Costa. Ouais. Alessandro Costa, j'ai beaucoup aimé ce combat-là parce que je trouve qu'il est riche en informations pour le combat qui arrive. Très. Donc, avec beaucoup de tentatives de takedown de la part de Costa, bien défendu Mhm. par Steve Erceg. Et c'est vrai que dans la défense de Steve Erceg, c'est ça qui m'intéressait, de savoir un petit peu son système défensif. Et je le trouve très élaboré, tu vois.
Ouais. Donc, il a une défense donc réactive type sprawl qui pourrait être problématique si à un moment donné Pantoja commence à feinter et remonte en anglais, ce qu'il est capable de faire. Mais il est capable aussi de pouvoir défendre une fois au contact. Donc, et avec des choses vraiment. Donc, par exemple, moi j'ai noté, il va avoir les sprawls réactifs. Il y a un moment donné, Costa vient pour l'attraper et en fait, il va, comment dire ça? Il va, il va descendre, il va pousser sur la tête de son adversaire pour le bloquer. Il va passer ce qu'on appelle le shin wither. Donc, il passe un wither d'un côté, son tibia sur la jambe pour bloquer. Ça pousse, il passe en tripode, donc il cède de sa main, tu vois. Donc, il y a vraiment une grosse, grosse compétence en lutte. Puis, il réussit à se sprawler. Et un Mm. peu plus loin dans le combat, où il se retrouve dans une même situation où il va échouer et directement, proactivement, il va à la cage pour pouvoir se relever. Ouais. Donc on a un gros schéma défensif en lutte voilà, que je trouve très intéressant sur ce combat, sachant que Pantoja, j'imagine qu'il voudra le mettre au sol, tu vois. Ouais. Et encore une fois, il y a un côté logique, tu vois. Je suis dans cette étape-là du grappling, je vais vouloir défendre comme ça. Et puis, comme tu l'as dit, à un moment, il va à la cage parce que c'était l'étape logique à faire pour pouvoir se relever plus tard. Je trouve Ouais. que tout est intelligent. Il y a un côté intelligent à ce qu'il fait. Et le seul défaut qu'il a, peut-être quand même, c'est quand il est mis sous pression. Je sais pas Ouais. si tu as vu, donc c'est le troisième round, je crois, contre Costa. Ouais. Je le trouve où il se fait Ouais. un peu submerger. Et Donc du coup, il initie le clinch. C'est lui il va qui a. initier le Ouais. clinch, il se fait d'ailleurs pousser en arrière et il est vite débordé. Donc il se déplace bien euh, dans sa manière de sortir, tu vois, sur les latéraux, mais il n'est pas assez impactant, entre guillemets, Mm. pour arrêter les avancées de son adversaire. Ouais, c'est Donc ça. ça, c'est un élément, je pense que du côté de Pantoja, ils doivent le prendre en compte, et du côté d'Herseg, j'espère y voir une amélioration, tu vois. Ouais, ouais, mais c'est ça. En fait, ça rejoint un peu. Quand tu as un combattant dont le système défensif prioritaire, c'est de désengager, généralement, ils sont moins à l'aise quand ils sont mis sous pression parce qu'ils n'ont pas leur Mm, système défensif prioritaire. Ils doivent passer mm, à leur mm, secondaire ou leur tertiaire. Donc, si ça se dit comme ça. Mais justement, passons à la partie game plan et on va commencer comme d'habitude par le. Ah, mais j'ai pas dit les codes de Paris, je gardais ça pour la suite, mais bon, sans surprise, ce sera le challenger qui est underdog. Donc, moi, j'ai noté deux possibilités. Pour moi, il y a une version risquée et une version plus logique sur comment approcher un combat contre Pantoja. Donc, la version risquée, ce serait de modérer à mort les deux premiers rounds, en sachant que Pantoja, il a un style très énergivore, ce qui permettrait de garder un maximum de fraîcheur pour commencer à vraiment bosser dans le troisième round. Mais comme je le disais dans le début de podcast, Pantoja a vraiment une capacité à gagner des rounds, même quand il est plus fatigué que son adversaire, ou semble plus fatigué que son adversaire. La version logique pour moi, c'est Ground Islava avec une pression lente, un volume avec les armes longues et sans exposer les hanches pour autant, avec des armes anti-lutte. Mais ça, Herseg le fait par défaut, tu vois, lever sa jambe avant, lever sa jambe arrière de temps en temps. L'uppercut arrière, il l'utilise bien contre Costa parce qu'il savait que ça voudrait le lutter. Donc, je pense que Herseg est quelqu'un qui vient aussi préparer par rapport à ses adversaires. Donc, je sais pas trop sur quelle version. À mon avis, il va partir sur la version logique. Il va peut-être pas partir sur la version risquée, mais voilà, c'était deux plans que j'avais, enfin, je me posais vraiment cette question. Est-ce que ce serait une option de se dire, OK, contre Pantoja, je laisse passer les deux premiers et puis j'accélère dans le 3 quand il sera beaucoup plus fatigué et je cherche le finish à partir de là, en sachant que Herseg est un finisher. mm, mm, mm. Sur le game plan, ouais, moi je pense qu'il doit être un peu mesuré sur les premiers rounds. Mhm. Je pense qu'il doit commencer. Il doit trouver le rythme de Pantoja, tu vois. Il doit Mhm. utiliser légèrement son allonge, il doit se déplacer. Moi, j'ai noté que il aura un gros intérêt à prendre ce centre et à mettre une pression légère, tu vois. Mais je Mhm. pense que ça risque d'être un peu compliqué, quoi. Je pense qu'il doit prévoir un combat où les deux premiers rounds, comme tu dis, il peut les laisser passer, mais il doit mettre en place des choses. Mhm. Donc soit son jab, soit des kicks, soit connecté avec ce qui vient d'en bas, comme tu l'as dit, pour à un moment donné être capable de défendre toutes les mises au sol, être capable de trouver le rythme, trouver comment on appelle ça, tous les patterns qui peuvent lui permettre d'obtenir un KO. Ouais. Je pense que c'est un combat
qui est compliqué en soi pour Herseg, et je comprends tout à fait que tu disais que tu aurais voulu le voir avoir un peu plus d'expérience, Mhm. mais qui est accessible, entre guillemets. Il y a des chemins pour la victoire. Et d'ailleurs, les codes les codes de Paris, pour moi, elles expliquent aussi cela. Hein. Non, C'est moi, pas. on en parlera après, mais je suis assez Mm, d'accord mm. avec les cotes qui sont émises. C'est respectueux des deux côtés pour moi. Et tu l'as dit, pas de sol. Alors, sauf s'il est au-dessus, moi, par contre, je pense que au-dessus, Ouais. il a possibilité de pouvoir gagner, prendre du temps, prendre des frappes, Mhm. mais il doit avoir un solide système défensif, tu vois. Il peut Clairement. Et je pas. suis pas certain qu'il soit capable d'amener Pantoja de manière intéressante au sol. Ah, mais c'est. Ouais, pas tant. Comment dire ça? Parce que s'il initie la lutte, il prend aussi le risque de se faire reverse avant même que ça touche le sol. Donc, je sais pas si c'est un risque qui est valide à prendre, en tout cas au début, ou en tout cas dans la stratégie A. Je prendrais bien ça Non, en mais c'est stratégie B, tu vois. plutôt, tu vois, s'il va contrer une tentative de takedown et qu'il est au-dessus, Oui, ouais, pour ouais. moi, il n'y a pas nécessité de Grand Islava, je sors. C'est plutôt Ah oui, non, non. Non, se non. retrouver en dessous, tu vois. C'est Ouais. bottom position Islava, Ouais, tu ouais, vois. ouais, ouais, exact, exact. Ouais, je suis d'accord, Ça, je suis d'accord. et parce que le problème de Grand Islava, c'est qu'à un moment donné, tu peux avoir tellement peur d'être mis au sol, dos sur le dos, que tu vas donner ton dos, tu vois. Ouais. C'est un des défauts entre guillemets de la lutte libre et la lutte freestyle, c'est que le- les deux épaules au sol, c'est terminé. Donc tu as préféré donner ton dos que de te retrouver au sol, bien évidemment. Et on a des combattants de MMA qui ont tendance à faire ça. Et on a déjà eu un Steve Erceg qui a donné son dos, tu vois, Mhm. sur un combat, bah, je me demande si c'était Bah, Costa, contre contre Costa, ouais. Costa, il donne son dos pour pouvoir se relever. Costa prend le dos, il n'a pas du tout les mêmes contrôles que Ouais, Pantoja, mais un Pantoja qui se retrouve dans cette situation, pour moi, c'est la fin du combat, tu vois. ouais, je suis d'accord. Moi, quand j'ai vu cette séquence, bah, ce sera mon prono, donc spoiler alerte. Je me suis dit, si ça arrive contre Herseg et sur Saint-Grand, il y a une grosse probabilité que ça arrive. S'il reste 1 minute 30 derrière, c'est la fin. Ah, ça va être très très compliqué. Ouais. Donc c'est pour ça que derrière, je pense que si ça va au sol, il doit reculer juste à la cage, se coller à la cage, dos à la cage, et chercher à remonter de cette manière-là. Mhm. Mais impossible de donner son dos face à un Pantoja, c'est beaucoup trop dangereux. Non, déjà qu'il est capable, parce que tous ceux qui l'affrontent maintenant savent le dos c'est Oui. dangereux contre Pantoja. Donc ils ont un système pour ne pas le donner et malgré tout il arrive à le trouver. Il y a des gens comme ça qui sont capables d'aller chercher un dos même si l'adversaire est en mode il y a qu'une chose que je peux pas faire c'est lui donner mon dos et ils trouvent quand même leur chemin vers le dos. Et Ouais, Pantoja fait bien partie sûr. de ces gens-là. Donc si en plus de ça t'as pas réfléchi à ça, tu exposes partiellement ton dos en disant ça va aller parce que à l'entraînement ça allait. Non, ça ce serait une grave erreur. Mm. Donc voilà, ouais, ouais. Donc pour moi, c'est plutôt ne surtout pas donner son dos. Ne Mhm. surtout pas donner son dos. Ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Ouais. Ouais, parce que c'est ça un peu la complexité. Je pense que trouver un mec qui est aussi compétent que Pantoja pour prendre le dos et travailler à partir de là, c'est compliqué. Donc encore une fois, à l'entraînement, tu pourrais être en mode ouais, c'est bon, à chaque fois que je donne mon dos, j'arrive à m'en sortir parce que je sors Mm, un crochet, je me retourne comme il l'a fait contre Costa. Hein. C'est vraiment la classique. Quoi. Je sors un crochet, je le fais tomber du côté opposé où le crochet est mhm, sorti et je me retourne dans sa. C'était dans sa demi là en l'occurrence. Si tu prends confiance en ça, en ce style, en ses compétences et que tu te retrouves dans la mm. cage contre Pantoja, je pense que tu vas avoir une très mauvaise surprise. Ah ouais, ouais, je pense que là-dessus, il faut toujours un peu respecter ce genre de profil. Si un combattant qui est capable de faire ça en cage, euh, voilà, c'est du très haut niveau et faut éviter, ouais. Ouais, et Mm. je pense en plus que si, on l'a toujours dit, hein, nous on fait des analyses macro, mais je pense que si on regarde les 5-6 derniers combats de Pantoja, son système pour prendre le dos continue à évoluer. Je crois Oui. qu'il trouve chaque fois des nouveaux chemins. Je me demande s'il n'y a pas Open Note Grappling qui avait fait une petite analyse de ça Mm, il y a mm, mm. quelques combats où on voyait vraiment que Pantoja trouvait des nouveaux chemins vers les prises de dos et t'es là, tu fais, mais enfin, ça va jamais s'arrêter, quoi. C'est hallucinant. Ben, en parlant de Pantoja, quelles seraient les recommandations, à part chercher à prendre le dos? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont intéressants pour lui? Pour moi, je pense il doit mettre sous pression. Ouais. Je pense qu'il doit mettre sous pression. Je pense qu'il doit être actif. Je pense qu'il doit vraiment, vraiment se méfier de l'anglaise de Steve Erceg. Je pense qu'il doit absolument respecter ça. Mhm.
Je pense que c'est un des chemins pour la victoire de Steve Erceg et il doit pas lui donner la possibilité, tu vois. Mhm. Ouais, il peut pas le laisser boxer. Et donc, Non, non, effectivement, non. le mettre sur son pied arrière, comme tu l'as dit, c'est là où il est le Voilà. moins efficient. Mm, mm, mm. Je crois que Steve, enfin pas je crois, je suis allé regarder, Steve Erceg, il est quand même assez ouvert au low kick. Il en prend beaucoup. Mm. Même s'il lève pas mal sa jambe avant, quand tu regardes statistiquement, il y a beaucoup qui touchent. Et Pantoja, il n'a pas des mauvais low kicks. Je crois qu'il en envoie plus de 20 contre Moreno et euh, contre Royval. Donc sur ces deux derniers combats, il était assez actif avec ses low kicks. Donc je pense que ça peut faire partie de sa stratégie. Hein. Encore une fois, il doit être super prudent à pas se faire connecter en contre sur un low kick, mais plutôt les low kicks en contre. Il y a un jab qui vient, tu l'esquives, tu tapes ton low kick, tu resets. Euh, et je pense que son chemin vers le dos, ça doit pas être à partir du sol particulièrement. Je pense qu'il y a un travail à faire à partir de la single. Je crois que tu aimes bien ça, mais tu prends la single et puis tu peux prendre le dos à partir de là, debout. Ah ouais, on a parlé du système défensif de Steve Erceg. Il y a pas de prise de dos. Hmm. Limp arm. Ouais, ouais. Tu Un prends la limp arm, single, tu pousses à la cage et à partir de là, tu cherches un. Bah, j'ai avec. confiance en Pantoja. Je pense qu'il serait Moi, Ouais, je pense ouais. qu'il serait capable de trouver. Tu vois, Alors je pense que du le niveau limp de arm Pantoja. ouais, Vas-y, vas-y. avec le tibia sur la cuisse, c'est pas la meilleure idée pour prendre le dos. Ouais, mais Ça peut te libérer, bien évidemment, ouais. mais non, non, il faut que la jambe elle soit au sol, tu vois. Il faut que Donc en gros, s'il prend par exemple sa jambe gauche qui pousse à la cage Mhm. et on a un Steve Erceg qui vient placer donc son overhook, son bras par-dessus le sien et mettre son tibia sur sa cuisse, s'il récupère son bras, il y aura toujours le tibia, tu vois. Ouais. Et tu vas pas passer le dos comme ça. Ouais, j'ai Donc t'as- confiance en Pantoja, il va faire un truc de fou, il va faire le limp arm, en même temps il va sprawl sa jambe, la passer de l'autre côté, il va garder Non, l'équilibre en même temps. ouais, mais c'est pas le bon ordre. C'est C'est, pas le c'est, bon ordre. Physiquement c'est pas possible, mais Pantoja. Si, 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 mais c'est pas dans cet ordre-là. Je vais. D'abord tu sprawls ta jambe, tu la passes derrière, Non. puis tu fais le limp arm. Oui, non, Faudrait que je te montre, j'ai fait une vidéo réelle sur ça elle est déjà la sortie? semaine. Non. Ah, Je eh suis à ben, la tu vois, bourre sur les vidéos, les amis. Je suis désolé. ah Je ben, suis t'as à vu, la bourre. je te fais une pub sans même le savoir, quoi. Donc, suivez Brian sur Insta, il fait des réels de dingue. Et ben là, Ouais. voilà, si tu es sur le point d'illustrer Bah, ça, il y a les vidéos sur le limp arm avec ouais, deux jambes adverses qui sont ce que j'appelle à l'égyptienne, tu vois, les deux pieds ouais, collés, tu collé à vois, la cage, ouais. collés à la cage. Donc ça marche très bien. Par contre, avec le shin wither, tu dois d'abord supprimer le shin, donc tu dois d'abord enlever ton tibia pour Ouais. aller avec le genou soit dans la cage ou passer ta jambe par-dessus. Et Mhm. après, tu fais ton limp arm. Mais Ouais. avant, c'est pas pour prendre un dos. Parce qu'il te restera quand même le truc. Tu peux le faire, mais tu risques d'être un peu bloqué. Et c'est plutôt pour boxer derrière ou réattaquer ta single leg, tu vois. Mhm. Ce serait Mais magnifique que ça se produise dans le combat parce que ouais, ça arrive souvent qu'on parle de techniques précises comme ça et puis que ça se produit. Donc, ça ce se serait le produire, kiff. ça pourrait se produire. Après, voilà, hein. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'informations sur Steve Erceg. Je suis persuadé que Pantoja va exploiter, utiliser, comme tu l'as dit, trouver des chemins sur le système défensif. Ouais. Et on en parlera sur une autre vidéo qui va suivre, mais il y a vraiment dans certains game plans comme ça la nécessité pour les combattants de regarder le système défensif habituel Mhm. et de l'exploiter, C'est ça. même si le gars semble vraiment vraiment chaud, tu vois, genre la défense en lutte elle est vraiment vraiment efficace, et bien si tu comprends comment il fonctionne, et ben tu peux complètement tout déjouer, tu vois. Ouais, Mm, tu avais mm. parlé de ça avec Ortega Candiaïr. Tu avais cité deux amenés au sol pour Ortega et il les a Ouais, placés les deux. Comme quoi, ouais, si tu ouais. analyses précisément les Bah, patterns, les systèmes défensifs, les réactions habituelles, mm. il y a toujours moyen de trouver quelque chose pour contourner ça. Il n'y a Bah, aucune on a, technique, aucun système qui est infaillible. non. Il y Ouais. a, je l'ai souvent dit, mais tu vois, contre Corey Tate, qui avait un très très bon système défensif, très très peu mis au sol, eh bien, il avait toujours la même défense, notamment avec le Shin Wither. Et avec Mika, on avait bossé pendant toute la prépa sur tout un système, un gros système défensif de toutes ces réactions qu'il pouvait avoir. Et c'est vrai qu'à la fin, j'avais un pote qui était venu qui m'a dit, bah, il tenait pas sur ses jambes. Je dis, bah, mec, non, c'est pas qu'il tenait pas sur ses jambes, c'est juste que il avait un très bon système défensif, mais j'avais les clés, quoi, tu vois.
Mais d'ailleurs, quelqu'un qui connaissait très bien Corey Tate, je me souviens de cette anecdote, c'était Chris Fields qui Ouais. était venu après le combat et qui, je pense qu'il l'avait dit à moi, mais il a dit c'était exceptionnel, vous avez nullifié le jeu de Corey Tate, c'était vraiment ça. Et Ouais. ouais, ça Et fait il y avait. plaisir comme genre de. Donc pour contexte, ceux qui connaissent pas Chris Fields, c'est notamment celui qui a construit Yann Gary. Excellent coach, ancien combattant. Ouais. Et Corey Tate, c'était un ancien contender à la ceinture, hein. Et il y avait deux choses, hein. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu avec Steve Erceg, où je te disais qu'il désengage beaucoup et de temps en Ouais. temps, il va contrer. Corey Tate, c'était pas du tout le cas. Il désengageait tout le temps. Donc en gros, moi, j'ai fait que du shift. J'ai fait que foncer sur lui avec des patates, genre en confiance. Le Là, menton, on s'en foutait parce qu'il n'y avait pas de contre, tu vois. le Davis shift à l'exagéré là. Voilà. Et donc, effectivement, tu étudies le gars, tu vois que ses patterns reviennent tout le temps, et puis après, bah, tu le nullifies, tu vois. Mhm. Effectivement. Et ça paraît, entre guillemets, simple, mais c'est juste que ça a été bossé en amont. Je pense que c'est un combat où, encore une fois, je devais être bien underdog, tu vois, et puis bah, une bonne prépa, elle fait complètement changer la balance. Ah, clairement. Et c'est pour ça que quand on fait des analyses, bah, nous, on n'a pas du tout on peut pas savoir ce qui est prévu dans les laboratoires des clubs, tu vois. Exactement. Mm. Exactement. Enfin, voilà, pour la digression. On a été sur le... On passe, à moins que tu aies encore quelque chose à ajouter Non. sur les stratégies, on peut passer au pronostat, pronostic et préférence du coup. Donc en termes de officiel sur unibet.fr, merci de nouveau à eux pour le support. Pantoja est à 1,45, Erceg est à 2,55, donc ça représente pile poil un 65-35 à l'avantage du champion. Comme j'avais dit plus tôt dans le podcast, moi ça me semble logique et j'ai l'impression que ça semble logique pour toi aussi. Avant de regarder les codes, moi, j'étais plutôt sur un 60-40. Ok, ah ouais, beaucoup de respect pour Euh, Erceg. Plutôt sur un 60-40. Je suis quand même content, hein, de voir un 65-35 dans le sens où on a quand même un gars qui est numéro 10, Ouais, qui a champion 2-3 contre combats à 10. l'UFC, etc., et qui débarque. Il y a quand même un gros respect sur son nom, tu vois. Ah, mais c'est clair, surtout que c'est la première C'est fois qu'il combat en 5 rounds, parce que moi, c'est vraiment ça. c'est pour ça. Moi, je trouve ça. Je m'attendais vraiment à une cote beaucoup plus solide sur Pantoja, tu vois. Mais je pense que déjà, avant son arrivée à l'UFC, les gens respectaient Steve Erceg, parce que je me rappelle, moi, j'avais regardé son premier combat à l'UFC, parce que je pense que c'est Jack Slack, ou en tout cas quelqu'un que je respecte, ou peut-être Sean Bitter, je sais pas, un des deux, T'en avais parlé? qui en avait parlé. Et je m'étais dit, ok, ben, j'ai regardé son premier combat, et quand j'ai vu son premier combat à l'UFC, je dis, ah ouais, ok, je comprends pourquoi il est réputé pour être un futur grand, et donc preuve en est, voilà, il est propulsé vers un title shot avec des cotes de paris qui sont respectueuses. Moi, je t'avoue Ouais. que si tu vois, si je fais l'analyse juste style contre style, je serais aussi sur un 60-40. Mais il y a aussi comme tu l'as dit, Pantoja en 5 rounds, il est excellent. Erceg, c'est son premier 5 rounds, donc il y a 5% qui se balance vers Pantoja. C'est comme ça que Ouais, et j'utilise puis, 65-35. l'argent rentre en masse sur Pantoja, hein. Là, Ah ouais? sur Unibet, c'est 94%, je crois que c'est mis, non? Sérieux? Bah, c'est vrai que c'est une cote, enfin, quand tu as un champion comme ça qui. Ah ouais, 94%. Waouh! T'imagines l'argent qui rentrait dessus? C'est la folie, hein. Ouais, ouais. Et je pense sincèrement que... donc au final, 65-35, je le comprends tout à fait. Je m'attendais à beaucoup plus, genre un 70-30, parce que je voyais C'est pour tout ça que l'argent rentrer rentre dessus, ouais. Ouais. Et je pense quand même que le 60-40 d'analyse est pas déconnant. Tu vois. C'est justifié. Je pense qu'il y a quand même des vrais chemins pour une victoire de Steve Erceg. Moi, je vais regarder ce combat. C'est vraiment un combat que j'attends. Ouais, On vraiment. en parle très très peu, mais il va falloir se réveiller, les amis, pour regarder ce combat-là, parce que je pense qu'on pourra avoir une grosse surprise, très très grosse surprise. Et si on ne l'a pas, je pense qu'on aura voilà, un mec qui va rester bien installé dans le top 5 après, tu vois. Ouais. Mais écoute, Pantoja, les 2 combats qu'il a fournis en 2024, ils font partie de notre top 5 2023. Contre Moreno et contre Royval, en tout cas contre Moreno, clairement partie du Ouais, top c'était 3 vraiment... de l'année ouais. passée. Et contre Royval, il y a un argument clairement dans le top 10 de l'année passée. Donc le mec combat 2 fois, il fait 2 des plus beaux combats de l'année. Et encore une fois, les gens vont vouloir ignorer ce nouveau combat sous prétexte que c'est flyweight, mais il faut arrêter avec ce truc. C'est une chouette division, et surtout quand t'as Pantoja et d'autres noms. D'ailleurs, en parlant de Royval, c'est vrai que j'avais parlé plus tôt en disant il y a des éléments de Royval que Erceg pourrait prendre.
ce que tu avais dit avant le combat, Pantoja-Royval, tu avais dit ce serait intéressant que Royval envoie du volume sans toucher avec son jab, juste devant les yeux voilà, pour donner de l'information. Je pense que Erceg aussi, il a ça dans ses compétences, dans son champ de compétences. Ouais. Et quand Royval a commencé à le faire à partir du 3e, 4e round, ça a vraiment perturbé Pantoja. Donc je pense que ça, c'est un élément qui doit tirer. Et donc ça rejoint un peu ce que tu dis, il y a vraiment des chemins vers la victoire. Donc pronostic et préférence. Clairement, moi je vois deux scénarios possibles, hein, bien évidemment. Je pense que tout le monde va les voir aussi. Je pense que Steve Erceg serait capable de gagner par KO TKO dans le 3e, 4e round. Ça pourrait être un de mes pronostics. Et sinon, je vois l'autre scénario possible, c'est d'avoir forcément un Pantoja qui l'emporte soit à la décision, soit par étranglement arrière, tout simplement. Ouais. Donc c'est pour ça que dans le 60-40, je vois vraiment ces deux scénarios probables, avec une probabilité plus importante pour une victoire de Pantoja. Ouais. Donc voilà, ça c'est mon prono. Après, si vous me demandez de choisir entre les deux, j'en sais rien. Ma préférence, on va faire comme ça. Ouais. Préférence. Ah là 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 là. Moi, j'ai envie, je vous avoue, hein, c'est vraiment, c'est pas du tout, j'aime vraiment bien Pantoja, mais j'aimerais avoir une grosse surprise de Steve Erceg qui débarque, pop, et qui est un peu la révélation, tu vois, de l'année. Je trouve qu'il a le style pour ça, et j'aime bien aussi les combats où tu as des révélations, et puis après avec une revanche aussi, tu vois. Enfin, un scénario comme ça me plairait plutôt bien, tu vois. Ouais. Il me plairait grandement, et je préférais une victoire dans ce sens-là que une défaite de Steve Erceg sur un combat assez serré où tout le monde a envie de revoir, et une revanche, enfin. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Moi, j'avais préparé un petit argumentaire là-dessus aussi en me disant, j'adore Pantoja, j'aime bien Steve Erceg même s'il est encore frais et vert à l'UFC. Le seul problème pour avoir une préférence de victoire de Pantoja, au-delà du fait que je l'aime bien comme combattant, c'est qu'il lui reste que Mokaev après dans la division. Tu vois, sur la suite de la division, il a déjà affronté tout le monde. Tu vois, il y a plus que Mokaev presque comme nouveau nom à affronter pour Pantoja. Alors que Erceg en tant que champion, tu vois, c'est un vent neuf. Il y a tout le monde qui peut passer dessus. À commencer par Royval. Parce que Royval contre Erceg, moi, ça me ferait kiffer ce combat. Donc voilà, j'ai peut-être une légère préférence pour Erceg par victoire sur une dinguerie. Tu vois, le 10e qui vient prendre la ceinture sur une dinguerie contre Pantoja, qui est clairement un des rois pound for pound en ce moment, selon moi, contrairement à ce que dit le classement UFC pound for pound, qui manque toujours de respect au flyweight. Ouais, j'ai une petite préférence pour Erceg. Par contre, mon prono, ce sera Pantoja par soumission. Ok. Voilà, comme ça. Par soumission. Ouais. Ouais, tu penses plus probable la soumission que la décision? Bah si c'est mon prono, je suis obligé de répondre oui. La décision est clairement probable, mais je pense que en fait Pantoja sur 5 rounds, je le vois capable d'aller chercher cette soumission, même si Erceg vraiment il est très très fort au sol. On l'a pas. J'aime pas cet argument, mais la réalité c'est que vrai, on l'a pas encore vu contre un excellent niveau. Le gars il prend un title shot en battant Schnell. On sait pas, tu vois, peut-être que ça limite. C'est vrai que c'est rapide. C'est très rapide, hein. Le KO est splendide, mais un title shot en battant Schnell, qui est sur une deuxième défaite d'affilée, c'est expéditif, hein. Donc voilà, je pense effectivement que si Pantoja il continue son évolution, sa progression, et que son style continue à évoluer, je crois qu'il sera sur les 5 rounds capable d'aller chercher plusieurs fois le dos, et dans le dos une fois aller chercher la soumission. Ok. Bah, c'est pour moi dans les gros scénarios possibles. Voilà, les gens vont pas être. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui est en train d'écouter le podcast et qui dit mais il est fou, Chris, c'est quoi ça pour un prono dingue? Non, je sais pas. Et voilà, juste aussi, je pense quand même qu'il y a possibilité d'avoir un Pantoja qui gagne par KO TKO. Beaucoup plus petit, cassé la distance, avec un Steve Erceg qui est persuadé que le seul danger c'est le sol et la lutte. On a déjà vu, hein, donc peut-être que dans les commentaires vous pouvez voir ça, et ce serait pas déconnant non plus, hein. Donc moi j'ai hâte de voir un petit peu ce que les bookmakers disent entre guillemets sur les cotes de paris, tu vois. Ouais. Mais pour moi c'est une possibilité. Il est un peu plus petit, il peut exploser
mettre un contre et ouais, ça pourrait être un scénario probable. Non, voilà, Herseg, il est 10 au classement, il prend le title shot, il doit prendre ça au sérieux. Il peut pas commencer à dire, ouais, c'est le champion, mais je suis meilleur que lui debout, tranquille. Non, ça, il peut pas, Ouais. clairement. Et je crois pas que c'est une erreur qu'il fera. Moi, j'espère quand même qu'il y a une victoire, parce que s'il y a une victoire, apparemment, il y a un docu-série qui sortira sur Steve Herseg, et ça s'appellera The Office saison 11. Mais ouais, tout le monde parle de sa ressemblance. Moi, il me fait penser, tu sais, Steve à Carell. l'acteur dans... Hein? À Steve Carell. Non, dans Zoolander. Tu connais Zoolander? Ah oui, comment il s'appelle cet acteur? Il est connu aussi en plus. Bah, il est super connu, Zoolander. Oui, c'est quoi son nom à cet acteur? Allez, Ben Stiller, ouais. Ben Stiller. Mon beau-père et moi aussi. Ouais, mon beau-père et moi. Ouais. Mais vrai, dans Zoolander, moi, je trouve qu'il ressemble encore plus avec ses cheveux. Bah, attends, il y a d'office un film déjà avec Ben Stiller et Steve Carell, non? Ils ont dû tourner un film. Oh, je sais pas, oui. je sais pas. Ah, déjà, quand je tape Ben Stiller, Steve Carell sur Google, ça me met directement la proposition lookalike. Ah, bon, voilà, bientôt, ça sera les 3 noms à la suite. Et oh non, enfin ça sert à rien. Pourquoi je cherche Frat Pack? Apparemment, c'est un film où ils ont tourné ensemble et j'ai jamais vu ce film. Bon ben voilà, je sais ce que je vais faire plus tard si j'ai du temps. Allez, on finit là-dessus. Merci les amis d'avoir suivi jusque-là. Encore une fois, j'ai oublié de créer de l'engagement. Mettez vos pronos en commentaire et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore le cas. Ciao ciao. Ciao tout le monde.